CNRS. Il est membre honoraire de l'Institut universitaire de France. C'est également un philosophe des sciences. Vous pouvez trouver ses livres dans les bonnes librairies. Il a notamment publié des univers multiples, Nouveaux horizons cosmiques aux éditions Duno, Au cœur des trous noirs aux éditions Duno également, et puis De la vérité dans les sciences aux éditions Duno encore une fois. Donc vous voyez, il y a une production autour de la science, de la physique, de son domaine professionnel et aussi de la philosophie de la science. Il est non moins professionnel dans le domaine, j'imagine. Et Aurélien, et je crois pouvoir le dire, est également amateur de poésie, on peut dire poète. Et c'est dire, si je le dis, c'est parce qu'il a sans doute un regard multiple, riche sur le monde. Et il était tout indiqué comme invité pour ce colloque, je pense. Donc Aurélien, nous t'écoutons. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation dont je suis extrêmement honoré. Je voudrais dire que l'exposé précédent sur les cycles biologiques m'a paru absolument fascinant. Enfin, j'ai beaucoup appris et je remercie énormément le conférencier. Je voulais juste faire une petite remarque qui est infime, mais on sait bien que le diable est dans les détails et je sais bien que c'était une boutade, donc c'est vraiment tout sauf un reproche. Néanmoins, moi maintenant, ça me fait un peu de la peine quand on dit les souris, finalement, ça leur pose moins de problèmes que les hommes d'être dans des cages. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est simplement qu'on leur laisse pas le choix, donc on les y laisse. Mais je crois que c'est vraiment le grand défi en fait du siècle à venir que de changer globalement notre rapport aux vivants non humains. Et je crois qu'il faut commencer déjà à se mettre dans cet état d'esprit. Alors le temps, évidemment, c'est une question horrible. Je ne vais pas paraphraser Saint-Augustin, mais vous savez qu'il nous invitait finalement à la prendre de biais, un peu comme ça, de façon oblique, parce que de face, on est sûr de ne pas y parvenir. Donc je vais suivre les recommandations de cet homme honorable. Alors pour le coup, j'ai donc rien préparé, donc je vous présente mes excuses. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous donne quelques éléments de cosmologie, c'est-à-dire de science de l'univers, que nous cheminions un peu au travers des compris et des incompris de notre environnement global, au sens large, à l'échelle des très grandes structures, et que ce faisant, nous posions un certain nombre de jalons pour comprendre ce que pourrait être la nature fondamentale du temps, telle qu'elle se révèle, ou d'ailleurs ne se révèle pas, dans la compréhension globale du macrocosme. Alors, comment est-ce qu'on connaît l'univers? Ou comment est-ce qu'on connaît quelque chose de l'univers? Eh bien, essentiellement, et une fois de plus, c'est bien sûr grâce à la lumière. Mais vous savez, n'est-ce pas, que la lumière visible, celle qui nous parcourt dans cette pièce, ne représente qu'une part infime de la totalité des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des photons, qui existent dans l'univers. Et en fait, si on veut mieux comprendre notre environnement, il est indispensable de le scruter non pas seulement avec des yeux sensibles à cette lumière visible, mais aussi à toutes les autres lumières, invisibles, mais néanmoins réelles, et indispensables si on veut tenter d'échafauder une vision, peut-être pas objective, moi c'est un mot qui me fait un peu peur, mais au moins raisonnablement intersubjective de ce dans quoi nous nous trouvons. Alors, si on suit cette logique, eh bien, on va scruter l'univers, par exemple, avec des yeux sensibles à ce qu'on appelle les ondes radiofréquences, c'est-à-dire les très basses énergies, les très grandes longueurs d'onde. Et ces ondes radiofréquences, effectivement, vont révéler un autre visage du cosmos, les amas de galaxies, les murs, les filaments, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc c'est déjà, je trouve, une invitation en quelque part à la modestie et à l'humilité. Le ciel est presque, pourrait-on dire, multiple en lui-même. Le firmament est intrinsèquement diapré. Alors si on monte un peu en énergie, on va arriver à ce qu'on appelle les micro-ondes. Alors là, les micro-ondes, c'est intéressant et c'est directement lié au temps. Parce que les micro-ondes, elles nous permettent d'accéder à quelque chose d'extraordinairement beau, finalement, qu'on appelle le rayonnement cosmologique fossile. C'est la première lumière de l'univers, c'est l'écho du Big Bang. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet réellement de remonter dans le temps. Un archéologue, par exemple, ou un paléontologue ne peuvent pas voir les dinosaures ou les temples grecs tels qu'ils étaient habités il y a, suivant les cas, quelques dizaines de millions d'années ou quelques millénaires. On a des vestiges, bien sûr, qu'on peut étudier, mais on ne peut pas voir la Terre telle qu'elle était à cette époque-là. Et c'est un peu différent avec l'univers, parce que vous savez que la lumière se déplace à une vitesse considérable, mais finie. Donc, quand on regarde loin, on regarde tôt. Alors ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que ceci finalement a du sens, parce que l'univers est homogène.
C'est-à-dire parce que quand on regarde de loin, à grande échelle, l'univers est à peu près le même partout. Parce que si l'univers changeait d'un lieu à l'autre, quand on regarde de loin, on verrait à la fois loin et tôt. Et donc on aurait une sorte de combinaison de ces deux effets qui induirait le fait qu'on ne comprendrait plus du tout ce qu'on regarde. Mais grâce au ciel, pourrait-on dire, l'univers est homogène, c'est-à-dire que vous regardiez ici, ou là, ou là, ou là, en fait c'est la même chose. Il est le même partout. Et c'est grâce à cette propriété, qui heureusement d'ailleurs, n'est pas vraie du tout à l'échelle de la Terre ou à l'échelle du système solaire, c'est grâce à cette propriété de similitude de l'univers en différents points que le fait de regarder loin revient exactement au même que le fait de regarder tôt ici même. Donc ça, c'est une première propriété intéressante. Il y a, on le sent là avec cet exemple un peu archétypique, mais ce lien entre le temps et l'espace. On a cette machine à voyager dans le passé grâce à l'homogénéité, c'est-à-dire à l'invariance spatiale. Alors si on monte encore un peu en énergie, on arrive à ce qu'on appelle les infrarouges. Donc les infrarouges révèlent beaucoup de processus extraordinaires, par exemple les disques de formation, des étoiles, des planètes, l'environnement du trou noir au centre de la galaxie, nouveau visage de l'univers. Si on monte encore un peu en énergie, on arrive aux ultraviolets. Et là, nouveau lien avec le temps. Parce que les ultraviolets permettent de mettre en lumière, pourrait-on dire, un élément très intéressant qu'on appelle le deutérium. Et le deutérium, pour des raisons un peu techniques, parce qu'il est fragile, ne peut pas être formé dans les étoiles. Donc le deutérium qu'on observe aujourd'hui, c'est véritablement un vestige, un signe, une trace de l'univers juste après le Big Bang. Et là, on voit la deuxième manière de faire de la cosmo-archéologie. Cette fois-là, ce n'est pas en utilisant la lumière qui, eu égard à son temps d'arrivée, nous permet de voir loin, c'est directement en restant ici. Alors évidemment, le deutérium, on ne le trouve pas sur la Terre, mais on le trouve autour de nous à l'échelle d'un cosmologiste. C'est donc en regardant proche de nous qu'on observe véritablement ce qui ressemblerait en quelque sorte à un os de dinosaure pour le paléontologue. Là, on a directement un vestige du Big Bang, donc un accès au temps reculé, non pas par l'effet de propagation, mais par simplement l'effet de subsistance. Si on monte encore un peu en énergie, on arrive aux rayons X. Alors les rayons X, ils nous permettent de révéler des processus extraordinairement chauds dans l'univers. Des objets dont les températures vont se compter par exemple en dizaines ou en centaines de millions de degrés et qui se trouvent parfois très loin. Alors, il faut que je nuance un peu ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand on dit que voir loin, c'est voir tôt, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on le dit comme ça, on fait comme si il existait un seul temps commun, universel, et on se disait, finalement, quand je regarde une galaxie lointaine, je la vois telle qu'elle était il y a 1 million d'années. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. En termes scientifiques, cette phrase est même assez vide de sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas un temps cosmique unique. Prenons un exemple simple. On se demande, est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant, un vaisseau spatial vient de quitter la galaxie d'Andromède pour envahir la Terre ? Eh bien moi, par exemple, je vais vous dire, le vaisseau est parti d'Andromède il y a 3 jours. Et quelqu'un qui est dans la même pièce, là, en ce moment, dans cet amphithéâtre, qui marche à côté de moi, pas besoin d'aller à la vitesse de la lumière, il marche doucement, comme ça, à côté de moi. Il va dire, ah non, 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 le vaisseau va partir dans 3 jours. On est au même endroit, au même moment, moi je dis ça a eu lieu, lui il dit ça va avoir lieu. Et en fait, les deux sont vrais. Et en fait, si on fait des calculs explicites pour savoir quand les envahisseurs vont arriver, on sera d'accord. Mais la question de se dire que se passe-t-il en ce moment à tel lieu de l'univers est en fait vide de sens. C'est une question psychologique, enfin la psychologie a un sens, mais c'est ce sens-là qu'il faut lui conférer. C'est une question de nature psychologique, ce n'est pas une question de nature physique ou astrophysique. Alors si on monte encore en énergie, dans notre petite exploration cosmique, on arrive à ce qu'on nomme les rayons gamma. Alors les rayons gamma, ce sont les photons extrêmes qui révèlent les processus les plus énergétiques du cosmos, et parmi eux, ce qu'on appelle les pulsars, qui sont des étoiles très compactes, étoiles à neutrons, en rotation rapide sur elles-mêmes. Alors là encore, c'est très lié au temps parce que les pulsars sont de magnifiques horloges, on les a d'ailleurs longtemps utilisés comme étant les objets les plus stables de l'univers, et aujourd'hui, en observant des pulsars qui sont autour de trous noirs, on arrive comme ça à avoir des effets très subtils d'évolution du temps. Mais ce n'est pas ça que je veux vous raconter maintenant. C'est plutôt que ces pulsars vont irradier, en quelque sorte, l'univers avec des particules relativistes. Et là, on touche à 2 concepts très intéressants. Le premier, c'est la physique des particules. La physique des particules, c'est la science de l'infiniment petit.
Alors, elle est remarquablement belle parce qu'elle est très simple en fait. En physique des particules, il y a essentiellement deux principes pour comprendre l'univers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe de jauge, c'est-à-dire on va s'intéresser de façon prioritaire aux symétries, aux invariances, et c'est à partir de là qu'on va comprendre les interactions entre les systèmes. Et le deuxième principe qui m'intéresse aujourd'hui parce qu'il est lié au temps, c'est le principe de brisure spontanée de symétrie. En clair, ce que dit ce principe, c'est que même si un système paraît invariant, par exemple, un cylindre, je le tourne, quand je le tourne autour de son axe, il reste cylindrique, ça ne change absolument rien. Eh bien, si je le laisse tomber, il va choir, et ce faisant, il va briser la symétrie, il va rompre l'invariance. Alors là, on se dit, oui, tout le monde sait qu'un stylo qui tombe, effectivement, il choisit une direction privilégiée, même si, au départ, il n'indiquait aucune direction privilégiée. C'est une trivialité. Mais en fait, ça a un sens très profond et très philosophique. C'est que ce processus de brisure de symétrie va probablement affecter la forme des lois de la physique. Les lois de la physique telles qu'on les connaît résultent de brisures de symétrie. Mais les brisures de symétrie sont aléatoires. Et donc ça a un sens qui est extrêmement subversif finalement, du point de vue du rapport au temps que nous pouvons entretenir, parce que ça signifierait, au conditionnel, que les lois de la science auraient elles-mêmes une histoire. Non pas, si vous voulez, que les lois font l'histoire, mais que les lois résultent de l'histoire. Qu'il peut y avoir une sorte de contingence, c'est-à-dire de capacité à n'être pas, même dans la définition de ce qui est le cœur de l'habituelle nécessité, c'est-à-dire les règles du jeu. Les règles du jeu, quelque part, font partie du jeu. Voilà ce que semble indiquer la physique théorique contemporaine. Alors, physique des particules, disais-je, mais des particules relativistes. Alors, je suis désolé d'avoir pas pu assister à tous les exposés du colloque. Je suppose qu'on en a déjà parlé, mais je vais quand même m'astreindre à réévoquer la question pendant quelques minutes, parce que bien sûr, la relativité, c'est la grande théorie de l'espace et du temps. La relativité restreinte dont il est question ici, elle est vraiment très belle parce qu'elle repose sur des hypothèses presque inévitables. Vous savez, en physique, non seulement il est possible, mais il est nécessaire de douter de tout. L'essentiel de nos théories sont sujettes à caution. Elles seront un jour remplacées par de meilleures théories. C'est normal. La science, c'est le rapport finalement à la déconstruction et au fragile. Mais la relativité restreinte, c'est peut-être ce qu'on a de plus fort, de plus fiable et de plus durable. Parce qu'en fait, elle ne dépend presque de rien d'autre que de l'existence de lois, quelles que soient ces lois. Et cette théorie, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut complètement revoir notre rapport au temps. D'abord parce qu'il existe une vitesse limite qui est indépassable. Et en fait, ce n'est pas la vitesse de la lumière. Bon, en réalité, si, c'est la vitesse de la lumière. Mais je veux dire, ce n'est pas important que ce soit la vitesse de la lumière. Même dans un monde sans lumière, il y aurait quand même cette vitesse indépassable. Cette vitesse indépassable, il faut vraiment la penser comme ce qu'on pourrait appeler une constante de structure de l'espace-temps, c'est-à-dire une propriété intrinsèque de ce qu'est l'espace-temps. Si la lumière était autre, obéissait à d'autres lois, on aurait quand même à faire face à cette sorte de frein à nos velléités exploratoires. Vous voyez, c'est une propriété interne au contenant et non pas une propriété secondaire du contenu. Ça, c'est la première grande leçon. La deuxième, évidemment, c'est quand même que l'espace-temps, c'est plus compliqué que ce que Newton et Galilée pensaient. Voilà. C'est-à-dire que là, si nos montres sont parfaitement synchronisées, du simple fait que j'ai la fâcheuse tendance de me balader quand je parle, hop, maintenant nos montres ne sont plus synchronisées. Je n'ai plus le même âge que vous. Ça, c'est une vérité mesurable, absolument indiscutable. Et ce que ça signifie en clair, c'est que les voyages dans le futur sont sans aucun doute possibles. On sait très bien ce qu'il faut faire, d'ailleurs on le fait. Et on pourrait tous être encore vivants, si on le souhaitait, en l'an 10 000 sur la Terre. Il suffirait pour ça d'avoir une technologie un tout petit peu plus développée que celle qu'on a, parce que accélérer un corps humain à des vitesses proches de la lumière, c'est pas simple, mais en tous les cas, conceptuellement, c'est absolument indubitable, et avec des particules élémentaires, on le fait. Au CERN, on prend des particules qui vivent un milliardième de seconde, et on les fait vivre une seconde. C'est exactement comme si on prenait un homme qui vit 100 ans et qu'on le faisait vivre 100 milliards d'années. Donc ça, ce sont des choses qui sont complètement intégrées dans le cœur dur de la physique depuis plus d'un siècle, mais dont les conséquences épistémiques ou poétiques n'ont pas encore, je pense, pénétré les non-spécialistes. Et je crois qu'il serait urgent de s'en enivrer, parce qu'en fait, ça dit quand même quelque chose de très profond sur cet au-delà, pourrait-on dire, de la vision kantienne, par exemple, du temps, qui serait une sorte d'absolu transcendantal, disait-il, c'est-à-dire a priori
de la sensibilité humaine. Bon. Puis la relativité restreinte nous montre aussi qu'on peut, en quelque sorte, transformer du mouvement en existence. C'est ça que nous dit E égale mc2. Et ça, finalement, c'est encore une propriété de la nature fondamentale de l'espace et du temps. Bien, donc particules relativistes, et ces particules relativistes vont elles aussi nous permettre de révéler d'autres visages de l'univers qui, eux aussi, sont en lien avec, je crois, quelques interrogations fondamentales sur la nature de la temporalité. D'abord, les rayons cosmiques. Alors, les rayons cosmiques, c'est plus de la lumière, ce sont des particules chargées qui sillonnent l'espace interstellaire à des vitesses très élevées. Donc, par exemple, des protons, des noyaux d'hélium, des noyaux de carbone, de fer, des électrons. Voilà. C'est ça, les rayons cosmiques. Ce sont ces objets porteurs d'une charge qui se déplacent dans l'espace. Ils sont nombreux, ils sont bien connus, leur origine n'est pas spécialement mystérieuse. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les utiliser comme étant des médiateurs du cosmos, c'est-à-dire essayer de s'en servir pour glaner de l'information sur le monde qui les a engendrés et qui nous demeure, avouons-le, pour le meilleur d'ailleurs, extrêmement inconnu à ce stade. Que nous révèlent-ils ? Eh bien, par exemple, ces rayons cosmiques permettent de faire face à une question très essentielle de physique et d'astrophysique contemporaine. Où est donc passée l'antimatière ? L'antimatière, c'est quelque chose qui est très bien compris théoriquement depuis les années 1930 et qui a été mesuré expérimentalement depuis les mêmes années 1930. Donc il n'y a aucun doute sur son existence et il n'y a aucun doute sur son origine. Toujours est-il que dans l'univers, il y en a très peu. Et donc on se demande, mais est-ce que finalement, les galaxies lointaines que nous observons ne seraient pas, pour la moitié d'entre elles, des anti-galaxies, avec des anti-étoiles, des anti-planètes, et puis des anti-personnes qui réfléchissent sur l'anti-temps en ce moment même. C'est possible. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer avec les rayons cosmiques. Pourquoi ? Parce qu'un anti-rayon cosmique n'est pas la même chose qu'un rayon cosmique. Donc je sais, dans mon détecteur, si je vois un rayon cosmique ou un anti-rayon cosmique, alors qu'un photon, c'est-à-dire un grain de lumière, n'est pas discernable d'un antiphoton. Donc si je me contente de la lumière, je ne sais pas si je vois une étoile ou une anti-étoile. Alors que si j'utilise les rayons cosmiques, je peux savoir si je vois une source ou une anti-source. Le lien avec le temps, il est ici. Il y a beaucoup de manières d'expliquer ce qu'est l'antimatière, ce que je ne vais pas faire maintenant. Mais l'une des manières possibles qu'on doit au très grand physicien Richard Feynman consiste à l'interpréter comme de la matière qui remonte le temps. Donc de la matière qui se propage non pas à temps croissant, mais à temps décroissant. Il n'y a aucun doute que ça fonctionne très bien. On peut la décrire comme ça. Et là, c'est philosophiquement très intéressant. Parce que la plupart des physiciens, quand ils apprennent ça aux étudiants en licence, ils leur disent oui, enfin bon, faut pas trop y croire, hein, c'est juste qu'on a un produit de deux termes. Donc vous savez, quand je fais moins 1 fois 2 ou 1 fois moins 2, c'est pareil. Le signe moins, je peux le mettre sur le facteur que je veux, il est distributif. C'est une évidence. Donc on dit généralement, Feynman interprète ça comme quelque chose qui remonte le temps parce qu'il met le signe moins devant le terme t, qui est le temps dans l'équation, mais enfin généralement on met plutôt le signe moins sur le terme E, qui est l'énergie. Bon, on peut bien faire ce qu'on veut, ça ne change rien à l'univers qui est décrit. Oui, alors ça, c'est pas si évident. Parce que ça pose la question de l'interprétation des théories. L'interprétation des théories fait-elle partie des théories ? Parce que c'est vrai que mathématiquement, on peut dire c'est l'énergie qui est négative et le temps qui est croissant, ou le temps qui est décroissant et l'énergie qui est positive. En fait, ça ne change rien, c'est le produit des deux termes qui intervient. Donc je mets le signe négatif là où je veux. Mais ontologiquement, c'est-à-dire quant à l'être en tant qu'être du réel, ça change tout. Je vous donne un autre exemple, un peu caricatural, mais je pense qu'il permet bien de comprendre. Imaginez que là, dans l'espace, j'ai n particules. N, c'est un nombre entier, ça vaut ce que vous voulez, 1 millier, 1 milliard, 1 milliard de milliards, ce que vous voulez. J'ai n particules dans l'espace. Pour dire où elles sont, il faut 3 nombres pour chaque particule. C'est ça, c'est coordonnées, x, y, z. Puis il faut que je dise à quel instant je les regarde. Donc si j'ai le temps et les 3 nombres, j'ai la position d'une particule. Donc si j'ai grand N particules, ben, il faut 3 fois N nombres plus 1 pour avoir le temps. Donc si j'ai 3 fois N plus 1 nombres, je connais exactement la position des N particules dans l'espace. Mais si maintenant je suis un peu mathématicien, personne n'est parfait, et que je me dis, non, en fait, je n'ai pas N particules qui vivent dans un espace à 3 dimensions, j'ai en fait une seule particule qui vit dans un espace à 3n plus une dimension. Mathématiquement, c'est exactement pareil. Vous avez rigoureusement la même quantité d'informations, vous pouvez décrire de la même manière le système. Mais quand même, en termes descriptifs, en termes ontiques, c'est pas du tout pareil. Dans un cas, j'ai n, disons 1 million
d'objets physiques, dans l'autre qui vivent dans un espace à 3 dimensions. Dans l'autre cas, je n'ai qu'un seul objet physique qui vit dans un espace à 3 millions plus une dimension. La description est la même, mais évidemment l'interprétation n'est pas la même. Et donc la question philosophique qui se pose à partir de cette capacité de l'antimatière à être vue comme de la matière remontant le temps, c'est le niveau interprétatif auquel on veut plonger finalement les descriptions physiques du réel. Et ça, la théorie ne vous le dit pas. Ça, c'est la philosophie des sciences qui s'intéresse à ça, pas la science. Parce que ce n'est pas directement quelque chose qui est mesurable, c'est quelque chose qui est lié à nos attentes. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant face à ces questions. C'est qu'on ne peut simplement pas ignorer le problème. On peut avoir des réponses différentes, mais on ne peut pas considérer que la question ne se pose pas. D'ailleurs, le même Feynman disait « ne réfléchissez pas, mesurez ». Et en fait, c'était autocontradictoire dans les termes. Parce que si précisément on ne réfléchit pas, on ne peut pas savoir ce que signifie ce qu'on mesure. L'interprétation est toujours une facette... Il n'y a pas de théorie non interprétée. Parce qu'une théorie qui ne serait que formelle ne vous dit même pas ce sur quoi elle porte. Donc il y a toujours une part interprétative qui est intégrée en réalité à la théorie physique considérée. Médiateur du cosmos. Les neutrinos, voilà, des particules sans charge, sans masse ou presque, sans couleur, qui révèlent d'autres visages de l'univers, qui se déplacent presque à la vitesse de la lumière, qui permettent de voir le cœur des objets, les noyaux actifs de galaxies, le cœur des étoiles, etc. Encore un autre visage qui se dessine. Et enfin, dernier exemple que je voudrais donner pour ces différentes manières de scruter le monde, incommensurables les unes avec les autres, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Alors j'aime cet exemple, d'abord parce qu'il est au cœur de l'actualité, ensuite parce qu'il est très lié à la question du temps qui nous intéresse aujourd'hui. Les ondes gravitationnelles, ce sont des petites fluctuations comme ça, des petites perturbations fugaces de l'espace-temps. Alors, déjà, du point de vue de ce qu'elles disent, c'est extrêmement élégant, parce que c'est un peu comme si, vous savez, n'est-ce pas, qu'on les a mesurées pour la première fois de façon directe il y a quelques années, c'est un peu comme si nous étions dotés d'un nouveau sens. Au quotidien, on a l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et c'est très dur d'expliquer à un aveugle ce que c'est que voir. Quand on n'a jamais fait l'expérience de voir, essayer de décrire à quelqu'un ce que signifie voir, c'est même presque mission impossible. Et là, on a la chance que ce soit exactement ce qui nous arrive. Nous avons maintenant, grâce aux ondes gravitationnelles, la capacité à scruter l'univers avec un nouveau sens. Et c'est pour ça que ça m'est très difficile de vous expliquer ce que c'est que ce nouveau sens. Parce que précisément, il est comme dans une altérité ou une étrangeté radicale par rapport à ce dont nous sommes familiers. En fait, ce qu'il mesure, ce n'est pas la présence d'un objet, d'ailleurs j'adore ce décor, donc ce n'est pas la présence de cette basket-là. Les ondes gravitationnelles, elles nous permettent de voir directement la géométrie du monde. Vous voyez, Platon rêvait un peu de ça, je crois, d'essayer de voir le cosmos avec des yeux de géomètre. C'est compliqué parce que ça ne veut rien dire au quotidien. Quand on pense à une expérience concrète, voilà, on voit les choses. On ne voit pas la trame géométrique qu'il y a autour des choses. On a même l'impression qu'elle est purement arbitraire, qu'elle est une invention mathématique. Ben non. En fait, les ondes gravitationnelles nous permettent de voir les fluctuations de la trame de mousse d'espace qui se déploie, semble-t-il, autour de tous les objets. Et ces ondes sont une conséquence de la grande théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité générale et qui est en fait la grande théorie physique de l'espace-temps contemporain. Alors ce que nous dit la relativité générale, en fait, c'est que l'espace et le temps se distordent eu égard à la présence des corps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser comme si les corps étaient plongés dans l'espace et le temps. Ça, c'est la vision newtonienne. Ce que nous a appris Einstein il y a un peu plus d'un siècle maintenant, et ceci a été corroboré par d'innombrables expériences, c'est qu'en réalité, l'espace et le temps sont en interaction avec les corps. Ce n'est pas seulement que nous sommes en train de vieillir et de bouger dans l'espace, ce qui est vrai, c'est que la manière dont l'espace et le temps eux-mêmes varient dépend de ma présence. C'est une interaction réciproque. Vous voyez, c'est une sorte de désabsolutisation radicale du monde. L'espace-temps, c'est un raz-de-marée, parce que ce n'est pas facile d'infléchir l'espace-temps. C'est un raz-de-marée. Mais nous sommes des vaguelettes sur ce raz-de-marée. Et nous avons quand même une maigre influence sur la structure de ce raz-de-marée. Alors pour l'espace, on peut le voir de mille manières différentes, mais puisque ce colloque est dévolu au temps, je vais donner un exemple temporel. Eh bien, en ce moment, mes pieds et mon visage ne vieillissent pas au même rythme. Voilà. Si j'avais une montre accrochée à mes chaussures et une autre autour du cou, elle n'indiquerait pas la même heure après un temps suffisant, elle se désynchroniserait, tout simplement parce que le champ gravitationnel de la Terre est un peu plus intense pour mes pieds que pour mon cou,
donc dans ce sens-là, ça veut dire que c'est celle-ci qui va retarder et celle-là qui va avancer, elles n'indiqueront pas la même heure. La simple présence d'un objet massif qui est la Terre va influer sur l'écoulement du temps. Et ça, dans nos systèmes GPS, par exemple, il faut en tenir compte. Si on ne tient pas compte de ce ralentissement du temps eu égard à la présence de masse, l'avion, il se pose dans la mer, pas sur l'aéroport de Nice. Donc ce sont des choses qui sont absolument indéniables, qui sont même technologiquement utilisées. Même si la capacité à l'application technologique ne doit jamais être un gage de la qualité, évidemment, intellectuelle d'une proposition. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on sait des visages de l'univers et de leur lien avec la question temporelle. Grâce à tout ça, on a pu élaborer une sorte d'histoire du cosmos depuis le Big Bang, il y a 13,78, remarquez les 4 chiffres significatifs, milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui, où probablement, peut-être, on ne sait pas bien, au début, il n'y avait ni espace, ni temps, il y avait quelque chose, on ne sait pas quoi, peut-être une mouche de spin, peut-être des cordes fondamentales, on ne sait pas bien. Et puis très rapidement sont apparues les interactions fondamentales, sont apparues les particules élémentaires, puis les atomes, puis les étoiles, puis les trous noirs, puis les grandes structures, puis la complexité, la chimie, la vie et nous-mêmes. Bien. Pour autant, soyez convaincus, mais je suis sûr que vous n'en doutez pas, qu'il y a énormément de problèmes dans ce modèle. Moi, je ne suis pas de ces scientifiques qui ont peur des problèmes, en fait. Je pense qu'il faut les montrer. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est même peut-être ce qui distingue un politique d'un scientifique. On sait que ça ne marche pas, voilà. Et précisément, c'est pour ça qu'on travaille, et on sait très bien que nous n'avons pas la théorie définitive. Donc, il n'y a pas de raison de mettre sous le tapis, même si les tapis sont très beaux ici, les difficultés qu'on rencontre. Et vous allez voir que la plupart d'entre elles sont liées, je crois, à la définition du temps. En fait. Alors, définition du temps qui est compliquée, je ne vous l'ai pas donnée, vous avez remarqué, parce qu'en fait, on ne la connaît pas, et parce que probablement le plus simple d'un point de vue scientifique, c'est quand même de dire que le temps n'existe pas en tant que tel. Parce qu'on ne mesure jamais le temps, en fait. Si je vous dis, là, je regarde ma montre tout le temps, et je me dis, je ne sais pas d'ailleurs, il me reste quoi, une vingtaine de minutes, je pense. En fait, je ne mesure pas les 20 minutes en tant que tel. Je mesure le nombre d'oscillations du ressort spiral de ma montre entre maintenant et le moment où je dois me taire. Et donc, finalement, ce que je vois, ce sont toujours des corrélations mécaniques entre le système. C'est jamais le temps en tant que tel que je vois. Mais ça ne suffit pas à résoudre tous les paradoxes que je vais évoquer maintenant. Disons que c'est un cadre de pensée, mais il ne faut absolument pas penser qu'avec cette définition un peu allusive, comme ça, cette pirouette qui consiste à dire le temps n'existe pas. Oui, peut-être, le temps n'existe pas, mais le vieillissement, la mort, l'évolution, ça, il n'y a pas de doute, ça existe. Et donc c'est à ça qu'il faut faire face, même si le temps intrinsèquement n'existe pas. Alors, les problèmes, que sont-ils ? D'abord, les trous noirs. Alors, ce n'est pas vraiment un problème, les trous noirs. Ils ont été inventés conceptuellement bien avant Einstein, par Pierre-Simon de Laplace et John Michell au XVIIIe siècle. On comprend très bien pourquoi ils devraient exister. Et puis maintenant, depuis quelques années ou quelques décennies, plus personne ne doute de leur existence réelle. Ils font partie du bestiaire de l'astrophysicien. Moi, j'évaluerais à environ 100 millions le nombre de trous noirs juste dans notre galaxie, notre petit îlot d'univers. Tout cela n'est pas paradoxal, n'est pas particulièrement inquiétant et se présente de façon plutôt sereine. Mais il y a quand même des choses un peu curieuses, parce que les trous noirs vont pousser cette belle théorie de la relativité, pourrait-on dire, à son paroxysme. Par exemple, si on s'interroge sur la vitesse d'un objet qui est en train de tomber sur un trou noir, si vous mesurez la vitesse de loin, vous allez trouver 0, l'objet est arrêté sur le trou noir. Et si vous la mesurez de près, vous allez trouver la vitesse de la lumière. Donc on ne peut pas faire plus différent comme réponse. Dans un cas, c'est la vitesse la plus lente qui existe, l'immobilité, et dans l'autre cas, c'est la vitesse la plus rapide qui existe, la vitesse de la lumière. Évidemment, les deux réponses sont vraies, parce que c'est une vision perspectiviste. Dans l'acception de la relativité, il n'y a plus de cadre ou de superstructure qui soit absolument indéformable. L'espace et le temps ont réintégré le giron des objets physiques. Quelque part, l'espace et le temps n'existent pas, quoi. Nous habitons sur le champ gravitationnel. Alors, le trou noir, en ce sens, c'est vraiment une machine à voyager dans le futur, qui marche extraordinairement bien. C'est-à-dire que si là, on avait un trou noir, enfin, s'il était dans la pièce, il faudrait s'inquiéter un peu quand même, mais si on était très courageux, on pourrait s'approcher du trou noir. Non, on ne rentre pas dedans, parce que si on rentre dedans, c'est sûr, on ne ressort pas, mais on reste à l'extérieur. On a un moteur de fusée très puissant qui nous empêche de tomber dedans. On reste par exemple 10 minutes, et ensuite on revient loin du trou noir.
bien, il se sera passé réellement 10 minutes pour nous, c'est ce qu'indiquera notre montre, on n'aura pas pris une ride, on aura juste eu le temps de lire quelques poèmes, on aura vraiment vécu 10 minutes, mais le reste de l'univers aura par exemple vieilli de 1 million ou 1 milliard d'années. Donc on aura rigoureusement voyagé dans le temps, nous n'aurons pratiquement pas vieilli, et tout le reste de l'univers autour de nous aura vieilli de 1 million ou 1 milliard d'années. Donc ça, ce sont des choses qui sont à peu près certaines, parce qu'on l'observe de façon indirecte dans beaucoup de structures stellaires, et qui sont quand même assez intéressantes du point de vue de la plasticité du temps. Mais à l'intérieur des trous noirs, c'est encore pire, encore mieux, si on aime l'étrangeté. C'est encore mieux parce que dans un trou noir, le temps se change en espace, et l'espace se change en temps. Alors, c'est une chose que j'ai déjà dite, je ne sais plus dans quel contexte, puis il y avait quelqu'un qui n'était pas content, ou qui ne m'aimait pas, je ne sais pas, et qui m'a dit « oui, enfin bon, ça c'est encore vos métaphores, ça ne veut rien dire ». Bon. J'avais pas de droit de réponse, mais en fait, c'est pas une métaphore. Alors d'abord, faut pas avoir peur des métaphores, parce que si on a peur des métaphores, ça veut dire qu'on sait ce que littéralité veut dire, et en tout cas, moi, je suis sûr de ne pas le savoir. Mais quand bien même on prendrait les choses de façon caricaturale, c'est pas une métaphore. C'est très précis en fait. Qu'est-ce qui distingue l'espace du temps en physique ? C'est juste un pauvre petit signe, voilà. Il y a un signe moins devant le temps et un signe plus devant l'espace, ou le contraire, peu importe, dans les équations. C'est juste que le signe qu'il y a devant la coordonnée temporelle et le signe qu'il y a devant la coordonnée spatiale, dans les équations fondamentales, est opposé. Il y en a un qui est positif et il y en a un qui est négatif. C'est ça qui les distingue et rien d'autre. Or, dans un trou noir, quand on passe l'horizon, c'est-à-dire quand on rentre dedans, les signes changent. Donc ce qui était de type temporel devient de type spatial, et ce qui était de type spatial devient de type temporel. Donc c'est en ce sens mathématiquement rigoureux qu'on peut dire que dans un trou noir, l'espace et le temps changent de rôle, et en quelque sorte, c'est l'espace qui s'écoule, de la même manière que dans notre monde, c'est le temps qui s'écoule. Donc c'est déjà une structure qui est quand même un peu étrange pour la pensée, même si elle est bien contrôlée. Vous voyez, pour un physicien de la relativité comme moi, ce n'est pas quelque chose de paradoxal, c'est quelque chose d'étrange. Ça, quand bien même on a travaillé dessus pendant 20 ans, ça reste étrange, mais ce n'est pas aporétique. Il n'y a pas là d'insurmontable du point de vue mathématique, c'est bien défini. On peut calculer ce qui se passe. Ce qui est étrange, c'est que les trous, enfin, ce qui est plus qu'étrange, c'est que les trous noirs sont à la fois les objets les plus simples de l'univers et les plus complexes de l'univers. À la fois, ils stockent beaucoup d'informations et à la fois, ils n'en stockent pas du tout. Ça, c'est un des grands paradoxes sur lequel, entre autres, a travaillé Stephen Hawking et des milliers d'autres personnes, et sur lequel nous n'avons aujourd'hui pas de réponse. Donc il y a encore des mystères, et je ne serais pas surpris que les solutions de ces mystères, d'une manière ou d'une autre, soient liées à la structure du temps. Deuxième problème, après les trous noirs, ce qu'on appelle la matière noire. Alors je vais être plus rapide parce que c'est moins lié à la problématique qu'on évoque aujourd'hui, mais enfin, il faut quand même que je le dise, parce que ça doit empêcher de dormir indépendamment des cycles et de la présence de lumière. Mais je suis très insomniaque, donc moi, j'ai écouté l'exposé d'avant avec énormément d'intérêt. Et mon fils, précisément, a tendance à s'endormir à 3 h du matin, et il est ado, donc voilà, je suis vraiment pas venu pour rien. J'ai un argument de plus pour interdire les tablettes tard le soir. Donc voilà, donc bon, soyons sérieux. Et donc, en effet, cette matière noire, je disais qu'elle nous empêche de dormir parce qu'en fait, l'essentiel de la masse de l'univers est totalement inconnu. Voilà. C'est pas des étoiles, c'est pas des planètes, c'est pas des trous noirs. En fait, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et c'est pas un épiphénomène, c'est pas 5% qui manque comme ça dans un coin et qui est une fois de plus sous le beau tapis. Non, non, c'est pas ça. C'est l'essentiel de la masse du cosmos. C'est là, c'est près de nous, hein, c'est pas à l'autre bout de l'univers, et nous n'avons absolument aucune piste fructueuse ou consensuelle à ce stade de ce qu'elle est. Ça, c'est un problème majeur de la cosmologie sur lequel on travaille depuis près de 80 ans quand même, sans succès. Le troisième gros problème, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc, on aime bien le noir en physique. L'énergie noire, c'est le fait que l'expansion de l'univers accélère. C'est-à-dire que le fait que le cosmos grandisse, ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas étrange. Pourquoi ? Parce que grâce à Einstein, on a compris que l'espace était dynamique. C'est un peu ça que je disais tout à l'heure. L'espace devient une entité susceptible d'évoluer. Donc en fait, l'expansion de l'univers, ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent parce qu'elles bougent, c'est le mouvement propre de l'espace. C'est l'espace lui-même qui est en train de se dilater. C'est ça l'expansion de l'univers. Donc on l'a prédit grâce à la théorie d'Einstein, on l'observe grâce aux mesures des télescopes. Tout va bien. Ce qui est bizarre, ce n'est pas que l'univers grandisse, c'est le fait que l'univers grandisse de plus en plus vite. Parce que la gravité, elle freine, c'est une force attractive. Et normalement, quand on freine, on n'accélère pas. Et on ne comprend pas pourquoi une force de freinage induit une accélération positive de l'expansion de l'univers.
Alors on n'a pas d'explication consensuelle pour cette problématique non plus, mais il y a une conséquence possible pour le temps qui est intéressante. Alors soyons honnêtes, hein, ce n'est pas les modèles sur lesquels moi je parierais grand-chose, donc ce n'est pas des théories fiables, mais ce sont quand même des théories scientifiques étudiées par des gens hautement respectables. Donc dans certains types de modèles, un peu exotiques on va dire, mais sérieux, il est possible qu'on ait une singularité de type Big Rip dans le futur. Alors Big Rip, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, à temps fini, on aura une sorte de fin du temps. Voilà. C'est-à-dire que le temps pourrait s'achever, l'espace futur serait, le terme pédant pour dire ça, c'est géodésiquement incomplet, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, le temps s'achève quelque part dans le futur. Alors ça requiert quand même des hypothèses qui sont assez lourdes, mais ce sont des choses qui ne sont pas incompatibles avec les lois de la science telles qu'on les connaît. C'est beaucoup plus crédible dans les trous noirs d'ailleurs. La singularité d'un trou noir, c'est-à-dire son centre, en fait correspond stricto sensu en relativité, pour un trou noir qui ne tourne pas, à l'arrêt du temps. Et là, ce n'est pas exotique, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans la théorie d'Einstein. Quatrième problème, retour sur l'antimatière. En fait, c'est vraiment curieux quand même qu'on voit si peu d'antimatière dans l'univers contemporain. Vous savez que la matière et l'antimatière s'annihilent. Donc si un jour vous rencontrez votre anti vous-même, ne lui serrez surtout pas la main, ça serait fort désagréable. Mais en fait, vous n'allez pas le rencontrer, parce qu'on sait que dans le système solaire, dans la galaxie, il n'y a pratiquement pas d'antimatière. Donc ça, c'est un problème épineux, parce que ça induit ce qu'on appelle en physique une violation de CP. Alors CP, c'est une symétrie un peu spéciale, qui est la conjugaison de charges. Donc je prends une charge positive, je la rends négative, et la parité qui est l'image dans un miroir. Et normalement, si on prend une particule, on inverse sa charge et on prend l'image dans le miroir, on doit retrouver la même chose qu'au départ, ou quelque chose qui a le même comportement qu'au départ. Et en fait, l'observation suivant laquelle il semble ne pas y avoir d'antimatière dans l'univers, ce que ça signifie, c'est qu'on rompt cette symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croyait, quand on fait cette opération, là, changer la charge et prendre l'image miroir, en réalité, on ne retombe pas à la situation initiale. Et le lien avec le temps, c'est le suivant. C'est qu'on sait que cette symétrie CP conjuguée avec l'inversion du temps, l'inversion du sens du temps, ça c'est à peu près certain, ça change, c'est toujours conservé. Et donc si je viole cette symétrie CP, c'est-à-dire en fait je ne reviens pas dans mon état initial, c'est forcément que l'autre symétrie, qui est la symétrie temps, elle est violée aussi. Que si j'en viole un et que je veux que la conjugaison des deux reste à l'identique, il faut aussi que je viole l'autre. Il faut qu'il y ait une contre-violation de l'autre qui compense la violation de la première pour revenir à l'état du départ. Et donc ça signifie que vraisemblablement cette absence d'antimatière, en réalité c'est une indication expérimentale d'une violation de la symétrie T, c'est-à-dire de l'invariance des lois physiques par renversement temporel, qui est plus importante, enfin la violation, donc le non-respect de cette symétrie, semble être plus importante que ce qu'on a longtemps cru dans nos modèles scientifiques. Je compte même plus les problèmes, tellement il y en a. 5 ou 6e, problème N+1, le Big Bang. Alors là encore, il faut être un peu précis. Le modèle du Big Bang, génériquement, c'est-à-dire le fait que l'univers soit en expansion, que tout ce qui est visible aujourd'hui était contenu il y a 13 milliards d'années dans une sphère plus petite qu'une tête d'épingle, ça c'est très 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 fiable. On peut toujours en douter pour la beauté du geste, parce que le doute est un beau geste, mais enfin, je parierais ma vie sans le moindre risque que ceci ne sera pas contredit dans les siècles à venir. En revanche, le Big Bang au sens fort, c'est-à-dire l'instant originel, la création ex nihilo du monde. Ça, c'est extrêmement spéculatif. À dire vrai, on n'en sait rien. À dire vrai, aucune théorie physique ne prédit même vraiment le Big Bang en tant que tel. Donc, il faut bien distinguer le modèle du Big Bang au sens large, qui est sous contrôle, de la singularité primitive originelle, qui, elle, est totalement hors contrôle. Alors, comment faut-il faire quand même pour tenter de répondre à cette question qui n'est pas complètement anodine, qui est celle de nos origines ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la véritable origine de l'univers du point de vue astrophysique ? Pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas une théorie suffisante pour décrire ce qui se passait à ce moment-là. Ce qui se passait lors du Big Bang n'est plus décrit par la théorie d'Einstein, par la relativité générale. Donc il faut trouver mieux. C'est très dur de trouver mieux. Ça fait un siècle que les plus grands esprits de la physique tentent de trouver mieux, y compris Einstein, sans succès. Pourquoi c'est dur ? À cause du temps. Parce qu'on a 2 grandes théories en physique. La relativité, que j'espère avoir à peu près bien expliquée, et une autre théorie qu'on appelle la physique quantique, dont je n'ai pas besoin aujourd'hui, donc que je n'explique pas. Retenez simplement que la physique quantique, qui est celle qui décrit les particules élémentaires, qui décrit ce qui se passe essentiellement pour le microcosme,
Eh bien, cette physique quantique, elle traite le temps comme quelque chose d'usuel. Elle traite le temps presque en adéquation avec notre vision intuitive d'un temps qui est inévitable, linéaire, extérieur. C'est vraiment le temps au sens commun, si vous voulez. Alors que je viens de vous expliquer pendant une demi-heure qu'en relativité, stricto sensu, le temps n'existe pas. Je peux changer du temps en espace. En fait, le temps, ce n'est qu'une forme d'espace. Et donc, comment puis-je conjuguer ces deux théories qui ont un rapport au temps, une définition du temps, si radicalement différente? Précisément, je ne peux pas. Et pourtant, je dois le faire. Parce que chacune de ces théories fonctionne très bien. Ce ne sont pas des élucubrations ex abstracto. La physique quantique a été testée expérimentalement depuis un siècle, avec des succès innombrables, et la relativité de même. Mais je ne peux pas être infiniment schizophrène. Il y a des moments où j'ai besoin des deux. Et donc, si j'ai besoin des deux, il faut que je les conjugue, que je les concilie dans un paradigme unique. Et ça, à l'heure actuelle, on ne sait pas le faire. Et vraiment, je pense que la raison pour laquelle on échoue, c'est un défaut de compréhension très profonde de ce qu'est le temps. Mais on a des pistes. Une de ces pistes, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle, qui est aujourd'hui assez largement développée à l'échelle mondiale, conjointement avec la théorie des cordes. Et cette gravité quantique à boucle, elle a aussi des conséquences intéressantes sur le temps. Elle nous montre qu'en fait, alors là, je dois hiérarchiser mon discours. Je crois que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est quand même très fiable, sauf le Big Rip. Mais ce que je vais dire à partir de maintenant, je commence à rentrer, là, pour mon dernier quart d'heure, dans la science spéculative. Donc là, je m'aventure sur des choses qui ne sont pas corroborées par l'expérience et donc qui sont évidemment à prendre des pincettes. Je vous parle de recherche en cours. Donc cette gravité quantique, elle pourrait nous conduire à penser que quand on remonte dans le passé, très très proche du Big Bang, vient un instant, si l'on peut dire, où le temps disparaît. C'est-à-dire qu'initialement, évidemment le mot initialement est à mettre entre une infinité de guillemets, l'univers serait dans un état purement spatial, donc avec 4 dimensions d'espace, et en réalité le temps semblerait émerger d'une forme de transition de phase, vous voyez, un peu comme, je sais pas, de l'eau qui gèle. Au départ, dans l'eau, les molécules sont dans tous les sens, puis quand elles se mettent à geler, paf, toutes les molécules s'alignent comme ça, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Eh bien, on y aurait une forme de condensation peut-être de l'état cosmologique qui induirait l'émergence d'une dimension de temps, mais qui pourrait être éventuellement différentes en différents lieux. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer finalement que le sens du temps ne soit pas exactement le même à l'échelle d'une superstructure cosmique. Et le dernier problème que je voudrais évoquer, qui est le plus important, je pense, par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le problème de l'entropie initiale de l'univers. Et ça, c'est fondamental, à la fois du point de vue de la compréhension de l'univers, du temps et de la vie. Alors, vous savez peut-être que une des lois fondamentales de la physique, qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, c'est le fait que l'entropie augmente, sous certaines conditions que je ne décris pas. L'entropie, c'est à la fois une mesure du désordre d'un système et une mesure de l'information qui nous manque sur ce système. C'est essentiellement la même chose, c'est facile de s'en convaincre. Si vous avez plein de flèches ordonnées comme ça, qui sont toutes parallèles, donc c'est très ordonné, si vous en voyez une seule, vous connaissez l'état de toutes les autres, parce que vous savez qu'elles sont pareilles. Au contraire, si le système est complètement désordonné, les flèches, elles sont parfois en haut, parfois en bas, en haut, en haut, en bas. Si c'est complètement désordonné, en voyant une seule, vous n'en connaissez qu'une seule. Donc vous voyez bien que plus c'est désordonné, plus il vous manque d'informations à partir d'une vision parcellaire. Bon. Ce qui est important, c'est que cette entropie, elle va toujours augmenter spontanément dans l'évolution des systèmes. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas une espèce de loi mystérieuse ou mystique, c'est presque dommage d'ailleurs, mais qui aurait un goût prononcé pour le désordre. Quoique, maintenant que je le dis, ça me plairait bien quand même. Mais voilà, mais en tous les cas, scientifiquement, ça n'a pas l'air d'être ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la goutte de lait diffuse dans le café et donc évolue d'un état ordonné, où le lait est condensé, vers un état désordonné, où le lait est diffusé dans le café? C'est pas parce que les molécules sont attirées, c'est uniquement parce que c'est plus probable d'être désordonné qu'ordonné. Si je vous dis, là, asseyez-vous n'importe où dans l'amphi, il y a 150 personnes, voilà. Si maintenant je vous dis, asseyez-vous du plus jeune au plus vieux, il n'y a qu'une façon de le faire. Donc il y a une seule façon d'être ordonné, alors qu'il y a des milliards de manières différentes d'être désordonné. Donc si je ne vous dis rien, c'est absolument certain que vous allez être dans l'état désordonné. Si je vous dis, on vient tous sur scène et allez vous asseoir, si au départ vous étiez classé par ordre d'âge croissant, sans le savoir, vous venez me voir et vous retournez aléatoirement vous asseoir, vous ne serez plus, évidemment, dans un état ordonné. Parce que spontanément, vous allez aller vers une configuration qui est juste plus probable.
Et donc l'augmentation du désordre, de l'entropie, etc., c'est simplement l'évolution spontanée des systèmes vers les configurations qui sont le plus probables. Et ça marche très bien, et c'est une des lois les plus fondamentales de la science, et probablement les plus fiables. Mais alors, ça pose une question, ça. C'est qu'actuellement, l'entropie, le désordre, entropie avec un E, hein, pas anthropos, pas l'homme en grec, donc le désordre de l'univers actuel est assez faible, en fait. Par rapport à sa valeur maximale théorique, on est très loin de la valeur maximale. Or, l'entropie n'a fait qu'augmenter depuis quand même 13 milliards d'années. Donc ça veut dire que l'entropie initiale de l'univers était extraordinairement faible. Donc ça veut dire que ça correspondait à un état extraordinairement improbable. Alors ça, c'est bizarre. C'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'un état au hasard, a priori de l'univers, est justement un état qui est incroyablement improbable? Ça contredit complètement une corroboration scientifique. Quand vous avez un échantillon au hasard, s'il est très improbable du point de vue de votre théorie, généralement, c'est que la théorie ne marche pas. Or, cette théorie de l'entropie, on est à peu près sûr qu'elle marche parce que c'est peut-être la plus utilisée de toute la physique. Et vous avez déjà compris qu'il y avait évidemment un lien entre l'entropie et le temps. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on voit le temps passer? C'est précisément que l'entropie augmente. Quand je lance une balle de tennis comme ça, elle fait une parabole. Si on passe le film à l'envers, elle fait une parabole dans l'autre sens. C'est impossible de savoir quand le film est à l'endroit ou à l'envers. Parce que c'est un système simple. Il n'y a pas de création d'entropie, il n'y a pas de création de désordre. Le film à l'endroit, le film à l'envers, c'est les mêmes. Alors que la goutte de café qui diffuse, ou plutôt de lait dans le café qui diffuse, là je sais quand le film est à l'endroit, c'est quand elle diffuse, et quand le film est à l'envers, c'est quand elle se recondense. Là, ce n'est pas invariant par renversement du temps. Pourquoi ce n'est pas invariant? Parce qu'on crée de l'entropie. Donc vous voyez que l'orientation du temps, le fait qu'on vieillisse, c'est fondamentalement lié à l'augmentation d'entropie. Et l'augmentation d'entropie, elle nous dit que l'univers doit être dans un état initial qui est hautement improbable. Et ça, c'est un grand paradoxe. C'est une des questions les plus fondamentales de la physique qui est connue depuis au moins un siècle. Alors, il y a des explications très savantes et très techniques, mais je voudrais mentionner une explication très intuitive et que je trouve extrêmement convaincante et extrêmement belle, de mon ami le physicien Carlo Rovelli, qui est un grand spécialiste de gravité quantique. Alors je fais la version ultra simplifiée de l'argument, mais ça a été publié de façon beaucoup plus technique que ça. Et donc l'idée qui est très liée à la définition du temps, c'est la suivante. C'est de dire, oui, mais en fait c'est pas vrai de dire que l'entropie d'un système augmente spontanément. Ce qui va définir l'augmentation d'entropie, donc l'augmentation du désordre, c'est pas quelque chose d'objectif en fait. C'est une manière particulière de regarder le système. Je vais essayer de donner un exemple extrêmement simple. Vous avez une boîte avec une paroi. Là, vous avez des petites billes rouges et là, des billes bleues. Puis les billes, elles peuvent être soit circulaires, soit cubiques, soit ellipsoïdales, on va dire. Elles ont plusieurs formes différentes. Alors les formes, vous les mettez au hasard, mais vous mettez toutes les rouges ici et toutes les bleues ici. D'accord ? Et puis vous regardez que la couleur. Vous enlevez la cloison, vous remuez la boîte. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça évolue vers le désordre. Au départ, c'était ordonné, j'avais les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. J'ai remué, maintenant j'ai à peu près autant de rouges et de bleus des deux côtés. Normal, l'entropie du système a augmenté. Mais si au lieu de regarder la couleur des billes, vous regardez leur forme, je vous ai dit au départ, les formes, elles étaient déjà au hasard. Je décide comme ça, je les avais réparties comme ça. Quand vous avez agité la boîte, l'entropie n'a pas du tout augmenté. Vous étiez désordonné, vous êtes toujours désordonné. Question, la vraie entropie, elle a augmenté ou pas? Réponse, il n'y a pas de réponse. Ça dépend de la chose qui est importante pour vous. Du point de vue de la couleur, elle a augmenté, du point de vue de la forme, elle est restée constante. Quelque part, avec 1000 guillemets, le temps s'est écoulé pour les gens qui sont sensibles à la couleur, le temps ne s'est pas écoulé pour les gens qui sont sensibles à la forme. Et en fait, l'hypothèse de Rovelli de ce point de vue-là, c'est que ce n'est pas en fait que l'état initial de l'univers était particulier avec un désordre ou une entropie très basse. C'est simplement que nous, en tant que système vivant, on se couple au reste de l'univers d'une manière qui maximise la production d'entropie. Pourquoi? Parce que c'est ça, être vivant. Être vivant, que ce soit du point de vue cellulaire, avec l'ADN, ou que ce soit du point de vue psychologique, avec la mémoire. Être vivant, c'est avoir un rapport au passé, c'est avoir une histoire. Nous sommes nos histoires. Psychologiquement et physiquement, nous sommes notre passé. Un système physique qui ne voit pas le temps existe. Mais lui, il a un couplage avec l'univers qui fait qu'il ne peut pas être vivant. Ce qui fait que nous sommes des systèmes vivants, c'est précisément que nous nous couplons, c'est-à-dire nous avons des interactions avec le reste de l'univers, qui fait que nous voyons un univers pour lequel le temps passe. Donc le passage du temps, c'est à la fois une définition, ce que je vous disais, du vivant et du temps. Le passage du temps dans cette acception-là, ce n'est pas quelque chose d'a priori en fait.
c'est quelque chose d'a posteriori qui est apparent pour certains types d'interactions avec le monde qui nous entoure. Les systèmes qui interagissent avec le monde qui les entoure de façon à maximiser les variables qui font émerger une augmentation du désordre sont des systèmes qui ont toutes les chances de développer des capacités de complexité qui sont celles du vivant. Bon, je pourrais donner beaucoup d'exemples en ce sens, mais c'est l'idée globale. Alors c'est très débattu, hein. Là je finis, je vous ai dit le dernier quart d'heure sur de la science en train de se faire, mais quelque part, vous voyez en même temps l'immensité de notre inconnaissance, parce qu'on en est encore à se poser des questions aussi géniales et aussi naïves que celle-là finalement. Et donc ça montre que la question de la nature fondamentale du temps en physique théorique est loin d'être résolue. Alors évidemment, je pense que ça appelle des interrogations philosophiques, hein, on pourrait dire dans une vision post-kantienne, c'est-à-dire un temps qui n'est plus transcendantal, mais qui serait au contraire a posteriori, donc peut-être une vision, je ne sais pas, goodmanienne ou derridienne de ce que pourrait être la dimension temporelle. Tout pratiquement reste à écrire de ce point de vue. Et pour conclure, parce que finalement, comme je le disais en introduction, la manifestation la plus quand même éminemment non contractuelle du temps, c'est évidemment la mort. Je laisse juste les derniers mots au poète Jean Genet, qui écrivait précisément dans son Condamné à mort. « Le ciel peut s'éveiller et les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. » Merci. Alors, on l'aurait encore écouté très longtemps, on l'aurait encore applaudi très longtemps. Malheureusement, je suis là pour vous rappeler que le temps passe. Je suis un peu le bougon de l'histoire. Moi, je voudrais J'ai te le mauvais rôle. remercier, Aurélien, d'être venu, parce que tu viens d'arriver en avion, tu repars en train dans quelques minutes, et tu as fait l'effort de venir. Non, mais écoute, c'était super que tu sois venu nous régaler avec cette conférence. Je suppose qu'il y a des questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui, si elle n'était pas préparée, ça donnait quand même drôlement l'impression que ça avait été préparé pendant 20 ans. La présentation de la relativité était extraordinaire, et en particulier l'histoire de se promener en basket et de voir une différence dans le temps. Je ne l'ai pas vu présenter souvent comme ça, la différence sur Bételgeuse en avant, en arrière. Je pense que si vous approchez un petit peu du trou noir qui est là, il faut faire attention quand même à ce que votre partie gauche et droite ne vont pas vieillir à la même vitesse, donc faites gaffe quand même. Alors la question que j'avais, c'est sur l'origine du temps. Je crois que c'est Hawkins qui à un moment donné disait une singularité, on ne voit pas forcément quand on passe dessus. Je veux savoir si vous aviez une opinion là-dessus et si c'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. Oui, donc en effet, alors peut-être je vais définir pour ceux qui sont moins au courant que vous. Donc ce qu'on appelle les singularités en physique théorique, ce sont les lieux ou les temps justement où les grandeurs mathématiques qui décrivent la structure de l'espace-temps deviennent infinies. Alors en fait, on apprend souvent aux étudiants que ce sont les pathologies de l'espace-temps. Mais je trouve ce terme un peu ambigu ou même inapproprié parce que en fait, la science ou la physique, en tout cas, n'est pas une médecine. C'est-à-dire que l'espace-temps se porte très bien sans nous. Il n'est pas malade. En fait, je pense que c'est une pathologie non pas de l'espace-temps, mais de la théorie qui le décrit. Et donc, en réalité, et ça, je crois que c'est assez consensuel chez les physiciens, la présence de singularité marque vraisemblablement moins un état spécifique du monde qu'une sorte d'indice indirect de ce que la théorie qu'on utilise pour décrire le monde n'est plus valable. On le sait bien, par exemple, l'atome d'hydrogène est totalement instable en physique classique. En quelques fractions de seconde, il implose sur lui-même par rayonnement synchrotron, et donc c'est une singularité, et la mécanique quantique l'a stabilisé. Et donc ce qu'on pense, c'est que vraisemblablement les singularités qui apparaissent, donc soit au cœur des trous noirs, soit à l'origine de l'univers, sont vraisemblablement des artifices en fait de ce que la théorie de la relativité générale n'est pas une théorie complète.
Donc en fait, je crois que la meilleure réponse, c'est que les singularités sans doute n'existent pas. La bonne façon de voir est de savoir comment en réalité quelle est la théorie qui permet d'outrepasser cela? Donc j'ai dit quelques mots de gravité quantique à boucle. La théorie concurrente la plus développée, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui est aussi une théorie extrêmement intéressante, mais qui, à mon avis, est moins importante du point de vue de la structure de l'espace-temps. Et donc, puisque vous évoquiez Hawking, oui, il a beaucoup travaillé avec Roger Penrose sur cette question-là. Et justement, dans les théorèmes fondamentaux qu'il a montrés, c'est qu'en relativité générale, les singularités sont inévitables. Donc, en gros, ce qu'il a montré, c'est que c'était indispensable de faire quelque chose. Il n'a pas dit quoi. Enfin, il a essayé, mais comme tout le monde, il a raté. Et donc, il faut essayer de trouver quoi faire. Et peut-être ce qui est lié aussi à votre remarque, c'est le théorème de la censure cosmique de Penrose, qui effectivement, enfin, c'est pas un théorème, en fait, c'est une conjecture, parce que c'est pas prouvé, hein, mais suivant laquelle peut-être les singularités seraient nécessairement entourées d'un horizon qui, en quelque sorte, permettrait de les masquer. Voilà. Ah, on est peut-être à l'intérieur d'un horizon, en tout cas, une singularité. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a très peu de gens qui savent ça, mais c'est vrai. Oui, alors tout à l'heure, vous avez commencé en disant que ce n'était pas un reproche, mais que vous aviez une remarque à faire. Donc j'ai l'impression, en vous écoutant, c'était passionnant d'ailleurs, hein, votre exposé, d'une impression de déjà-vu, parce que vous avez parlé de quelqu'un qui vous a posé une question ou fait une remarque à la suite d'un exposé à laquelle vous n'avez pas été à même de répondre, vous n'étiez pas en capacité de répondre. Vous avez dit soit il était de mauvaise humeur, soit il m'en voulait. Donc je pense que vous n'êtes ni de mauvaise humeur, ni que vous m'en voulez. Mais par ailleurs, votre remarque qui a suscité pas mal d'applaudissements, j'ai remarqué, pose une vraie question, celle de la place de l'animal dans l'expérimentation. Je pense qu'on ne peut pas l'épuiser en quelques secondes, ni par des boutades. De même que moi, j'ai fait une boutade en disant que les souris étaient plus à même de subir des longues journées de mise en cage que des êtres humains. On peut se demander pourquoi les êtres humains acceptent de rester en cage aussi longtemps, d'ailleurs. Peut-être dans ce sens-là que la question pourrait se poser. Mais donc, pour revenir à votre exposé, il y a une chose que j'aimerais que vous précisiez, peut-être, si possible, dans le peu de temps que vous avez. Vous avez bien dit que c'était très spéculatif, hein, mais cette notion que l'entropie, et donc, quelque part, le passage du temps ou l'irréversibilité du temps, et la probabilité d'un état, etc., était liée à l'existence d'organismes vivants. Alors, je ne sais pas exactement comment vous l'avez formulé. Du coup, ça donne l'impression qu'avant que la vie apparaisse, le temps était différent, ou comment est-ce qu'on peut voir ça? Non, donc effectivement, peut-être j'ai pas été clair, mais vous avez raison. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le dire, bien sûr, parce que là, ça redeviendrait assez téléologique. C'est comme s'il fallait que la vie eût existé pour que le temps existe, ce qui est pas du tout, au contraire même, ce qui est absolument pas l'idée de cet argument. Non, disons que cet argument, il consiste à dire, par exemple. Prenons la Terre, parce que c'est un système qu'on connaît tous. Essentiellement, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil, donc de la lumière, qui arrive avec une certaine énergie E, une certaine fréquence nu. Et puis la Terre rayonne de l'énergie, exactement la même quantité d'énergie, puisqu'on est à l'équilibre, mais avec une fréquence différente, un peu plus petite. Et le fait que la fréquence soit un peu plus petite, ça veut dire que pour rayonner la même quantité d'énergie, il faut émettre plus de photons. Et donc l'entropie est plus grande. Et donc voilà, on a créé de l'entropie, et évidemment pour nous, êtres humains, on a une source d'entropie négative gigantesque à disposition, et c'est extraordinairement utile. Mais cette augmentation d'entropie, elle est absolument pas liée à une solution particulière des équations de Maxwell. Si on regarde la solution des équations de Maxwell, elle ne dit rien sur la production d'entropie. Elle est liée au fait que il y a des choses, qui en l'occurrence sont les êtres vivants, qui utilisent de façon extrêmement utile ces deux choses qui sont l'énergie et la fréquence. Et parce qu'on se couple au monde extérieur en bénéficiant de la grandeur énergie et de la grandeur fréquence, parce que la grandeur fréquence, elle est fondamentale pour beaucoup d'interactions, enfin pour la manière dont on est nous-mêmes nourris par l'énergie extérieure, alors en effet, il y a une augmentation objective d'entropie. C'est-à-dire que ce n'est pas une construction sociale. L'entropie augmente objectivement dès lors que j'ai choisi les variables macroscopiques avec lesquelles je me couple au système considéré. Alors, comme vous êtes physicien, je fais une réponse un tout petit peu plus technique, donc ce sera les 3 secondes chiantes pour les autres. En fait, c'est lié au coarse graining. Tout est là. C'est qu'il n'y a une définition d'entropie que dès lors que j'ai un Moyen-Âge. Et dans la manière dont je fais un coarse graining du système fondamental, c'est un théorème de Boltzmann d'ailleurs, hein, on peut toujours trouver un coarse graining tel que l'entropie soit croissante ou décroissante. Et donc l'hypothèse est de dire l'augmentation de l'entropie, ce n'est pas une propriété des systèmes, c'est une propriété émergente qui vient d'un certain type de couplage entre les systèmes. Et les systèmes qui se couplent de façon que la production d'entropie soit maximum, en fait ce sont les systèmes vivants. Mais ça ne signifie pas évidemment qu'il n'y avait pas d'évolution dans l'univers avant la vie. Hein, c'est pas du tout, mon propos n'était absolument pas une espèce de psychologisation de l'existence du monde, quoi. Alors, bonjour, et d'abord merci beaucoup.
J'ai une question sur l'expansion de l'univers. En fait, je me demandais, puisque l'univers est en expansion et que la lumière ne se déplace pas instantanément, en fait, les objets qu'on observe, entre le moment où la lumière nous parvient et le moment où ils émettent la lumière et le moment où la lumière nous parvient, ces objets sont éloignés de nous puisque les objets s'éloignent les uns des autres. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'endroit où comment on fait pour observer des objets en fait, qui sont très loin et qui s'éloignent de nous avant que la lumière ait pu nous parvenir? Oui, c'est tout à fait exact. Et donc, on a en cosmologie un concept très clair pour ça qui s'appelle la distance de luminosité. Donc, on a une supernova, par exemple, qui explose ici. Et donc, elle émet une onde lumineuse sphérique qui va venir sur nous. Et puis, le temps que l'onde arrive, exactement comme tu l'as dit, les distances vont grandir. Et donc, c'est très facile en physique de calculer le flux. Si je connais le flux total émis et la distance qui me sépare de la source, je peux calculer, évidemment, c'est juste un effet d'angle solide, le nombre de photons qui arrivent sur mon détecteur. Mais la question étant, comme entre le moment où c'est émis et le moment où ça arrive, la source s'est éloignée du récepteur, qu'est-ce que je dois prendre comme distance pour calculer le flux que je mesure? La distance au moment où c'est émis ou la distance au moment où c'est reçu? Et la vraie réponse, c'est en fait quelque chose entre les deux. Et ce quelque chose entre les deux, par définition, c'est ce qu'on appelle la distance de luminosité. Ça signifie que c'est la distance effective à laquelle je devrais mettre la source dans un espace qui est statique pour que le flux mesuré corresponde au flux effectivement mesuré dans l'espace dynamique. Donc, peut-être pour faire une réponse moins technique, ce que je veux dire, c'est que l'expansion de l'espace rend simplement les calculs un peu plus compliqués, parce que quand on parle de distance, il faut bien spécifier quelle distance on utilise, mais ça ne rend pas les choses drastiquement différentes du point de vue conceptuel. On a le même effet, si tu veux, de dilution des ondes dans l'espace, qui est simplement un peu amplifié par le fait que l'espace soit en expansion. Et donc, en effet, quand on parle de la localisation en cosmologie, il faut faire très attention. Il faut toujours très très bien définir de quel système de coordonnées on parle, puisqu'on a en fait une infinité de manières différentes de mesurer les choses, qui sont a priori toutes légitimes et qui peuvent conduire à des résultats différents. Mais pourtant, quand on parle des résultats d'une mesure, c'est pas arbitraire. C'est-à-dire que si on ne se trompe pas, quel que soit le système de coordonnées qu'on utilise, on doit quand même arriver au même résultat. Peut-être j'ai 10 secondes ou pas? Le petit paradoxe, il est marrant, c'est pas du tout de la cosmologie, et c'est de la relativité restreinte et pas générale, mais ça illustre très bien ça. On apprend en relativité restreinte que les distances sont contractées quand on va vite. Alors imagine, là tu as une table, puis il y a un trou qui fait 20 cm, puis tu as une règle qui fait 20 cm, et la règle va très très vite comme ça. Donc comme elle va très vite, elle est contractée, donc elle fait plus 20 cm, elle en fait plus que 10, et donc elle est plus petite que le trou, et donc tu dis, elle doit pouvoir passer dans le trou quand elle tombe, tu t'arranges pour qu'elle tombe dans le trou. Ok, maintenant tu décris le même phénomène, mais du point de vue non pas du trou, mais du point de vue de la règle. Du point de vue de la règle, c'est la règle qui est à l'arrêt. Donc du point de vue de la règle, c'est le trou qui bouge. Donc c'est le trou qui est contracté. Donc c'est le trou qui devient petit. Donc elle ne devrait pas passer. Donc c'est paradoxal, parce que d'un point de vue, tu dis, c'est la règle qui est plus petite que le trou, donc elle rentre. De l'autre point de vue, tu dis, non, c'est l'inverse, et donc elle ne doit pas rentrer. Mais non, en fait, il y a une solution. Parce que, bien sûr, il y a une relativité des concepts et des mesures, mais il n'y a pas une relativité des phénomènes. C'est-à-dire qu'à la fin, si tu fais l'expérience, soit elle rebondit, soit elle traverse la table. Donc il n'y a quand même qu'une seule bonne réponse. Et la seule bonne réponse, en effet, c'est qu'elle traverse le trou. Parce que même du point de vue de la règle, où c'est le trou qui est plus petit, et donc il semble qu'elle ne peut pas passer, en fait, il y a un effet subtil qui fait que la transformation de Lorentz ne conserve pas les angles, et donc certes, le trou est plus petit, mais il se met à tourner comme ça. Et donc, en fait, elle passe. Et donc, il y a quand même une cohérence derrière. Je suis pour rien, vous êtes gentil, mais c'est un paradoxe qui est connu depuis 80 ans que je n'ai pas inventé moi-même. C'est très sympa, mais je ne mérite pas. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était vraiment super. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans l'univers très primordial envisagé par la théorie covariante quantique à boucle, l'histoire des 4 dimensions d'espace qui auraient connu une transition de phase. Je voudrais savoir quel lien on pourrait faire avec le fameux temps imaginaire d'Hawking, vous savez, dans la signature et aussi... c'est des questions savantes. Oui. Le lien est fort, en fait. Donc, en effet, on a tous entendu parler dans ce livre, Une brève histoire du temps, qui est quand même un truc... Alors peut-être les jeunes ne connaissent pas, mais les gens de ma génération, je pense, ont dû un peu découvrir la science avec ce livre. Moi, je ne comprends pas, en fait. Pour moi, c'est une aberration. Hawking, il est fort, hein. Il a fait des choses que je trouve tout à fait remarquables. Mais alors, ce livre est incompréhensible. Je me souviens, il y avait des piles comme ça chez Leclerc, et je me dis, mais c'est hallucinant, parce que il est extrêmement difficile, en fait, ce livre. Et donc, il parle, en effet, de temps imaginaire. Alors, évidemment, dit comme ça, voilà, ça aiguise l'imagination.
raison. Pour autant, évidemment, concrètement, ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on appelle en physique une rotation de Wick. C'est une espèce de petite astuce comme ça qui permet de stabiliser les intégrales de chemin. Et en effet, c'est très proche de ce que c'est très proche de ce que j'ai dit là, parce que en fait, dans l'hypothèse de Hartle-Hawking, donc de disparition du temps ou d'euclidéanisation de l'espace-temps initial, c'est quelque chose qui est quand même postulé de façon assez brutale. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, on retire le temps, quoi. On le fait tourner, on en fait de l'espace. Et ce qui semble émerger en gravité quantique, c'est un peu la même chose, mais c'est sans doute plus élégant, parce que ça arrive progressivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas un changement de signature qui est instantané, mais on a quelque chose qui arrive vraiment par une rotation qui n'est pas soudaine, voilà, mais qui dépend en fait de la densité, puisqu'on ne peut pas la faire dépendre du temps, puisqu'on veut justement s'abstraire du temps, mais qui apparaît de façon continue avec la densité. Donc en effet, il est très probable qu'il y ait un lien fort avec l'hypothèse de Hartle et Hawking. Merci beaucoup. Encore merci Aurélien, on va te laisser filer. Adi, tu veux peut-être accompagner Aurélien jusqu'au tram? D'accord, c'est génial. Oui, on va le... T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je te la mets tout de suite. Oui, vas-y. Bonjour, ça va? Pour remettre le son, il a demandé. Oui, je vais... Attends, j'ouvre le dossier, tu me dis où le ranger.